Bonjour, l'Union syndicale vous propose aujourd'hui de suivre un premier webinaire d'une série de 3 sur le lien entre parentalité et travail. Aujourd'hui, Marie-Christine Watts, ici à côté de moi de la société Mazal et Solutions, va vous parler des 1000 premiers jours de vie de l'enfant et de l'importance de cette période. Marie-Christine, à toi. Merci Sandrine. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire des 1000 premiers jours de vie de votre enfant. On va parler de votre grossesse, de la grossesse au travail. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous expliquer les 1000 premiers jours de vie, en tout cas leur importance et l'impact du lien d'attachement durant cette période. Le programme de la conférence, je vais faire une introduction où je vais vous présenter vraiment l'importance des 1000 premiers jours de vie dans le développement de l'enfant et l'établissement du lien d'attachement sécurisant. On va aussi explorer les impacts physiques et émotionnels que ces 1000 premiers jours peuvent avoir sur les parents. On va analyser les changements aussi dans la gestion du travail, l'équilibre vie privée et vie familiale. Et puis, je vais vous donner quelques stratégies pour vraiment équilibrer ces différentes sphères de vos vies. Mon nom est Marie-Christine Watts. Je suis consultante et coach parentale. Alors, ma passion pour la parentalité, elle est née de mon expérience comme déléguée médicale pharmaceutique autour de la nutrition infantile. Et donc, j'ai été baignée dans cet environnement et ça m'a portée sur le sujet de la parentalité. Mon expérience de maman a aussi joué un grand rôle dans cette passion. Et donc, récemment, je me suis spécialisée dans l'accompagnement du burn-out parental et plus précisément la prévention. J'ai été certifiée par le Training Institute for Psychology and Health et aujourd'hui, en tant que consultante, j'apporte aux entreprises des réponses qui permettent aux entreprises de faire de la parentalité un levier de performance et non un frein à la carrière des hommes et des femmes. Bienvenue dans ce webinaire sur les 1000 premiers jours de vie. Que vous soyez jeune parent en réflexion sur le fait d'avoir un enfant en parcours PMA ou en attendant votre enfant, ce webinaire a pour but de vous faire prendre compte de la merveilleuse aventure que vous allez vivre durant ces 1000 premiers jours et même après. Alors c'est vrai que depuis des millénaires, les femmes donnent naissance. On a peut-être eu tendance ces dernières années ou ces derniers siècles à banaliser cet événement qui est pourtant si important pour les parents. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas non seulement l'arrivée de votre enfant, c'est aussi la naissance d'un papa et d'une maman. Mais quand on parle des 1000 premiers jours de vie, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, pour résumer ce concept, c'est 1000 premiers jours. C'est un concept scientifique qui a été fondé sur un rapport de l'OMS et qui met en évidence vraiment cette période clé de 1000 jours pour le développement de l'enfant. Alors, les 1000 premiers jours, on a tendance à croire que c'est 3 ans, mais non. En fait, les 1000 premiers jours vont commencer de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est une période donc clé qui commence dès la conception. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ces 1000 jours? C'est une année de transformation extrêmement importante, extrêmement rapide, comme on n'a jamais eu une autre période de vie. Il faut savoir que le cerveau va prendre 1 gramme par jour. La taille va faire plus 50%. Les organes métaboliques vont se mettre en place, le système digestif aussi. Le poids va même faire x4. Et donc, il n'y a aucune période de notre vie où on va retrouver un tel moment de transformation au niveau physique. Et heureusement, parce que si on doit imaginer de faire plus 50% aujourd'hui de sa taille et son poids x4, ça pourrait paraître quand même un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, cette première année, c'est, comme vous le voyez, une année de croissance et de développement intense. Ces 1000 premiers jours seront très importants pour la santé de l'enfant, son développement bien sûr, son bien-être, mais aussi celui de ses parents. Pendant cette période, le cerveau, vous l'avez vu, va prendre 1 gramme par jour, mais il n'y a pas que son cerveau qui se développe. Il y a plein de choses. Tout ne se joue pas durant les 1000 premiers jours de vie, mais c'est clairement là où tout va commencer.
Et donc, c'est la période où vous allez devenir parent, vous allez vivre des changements physiques dus à la grossesse, des changements émotionnels aussi, parfois sociaux. Vous allez pouvoir donner à cette période-là vraiment des bases solides à votre enfant. Et c'est une période qui est d'une grande fragilité, certes, mais aussi d'une grande opportunité. Il est essentiel de vous rendre compte que votre corps est le premier berceau de votre bébé. Ce n'est pas à l'école ou à l'université qu'on apprend les bases de la parentalité. Donc, on peut éviter des erreurs à impact négatif, voire prolongé, en ayant quelques connaissances de base. Aussi, dans l'entreprise, il est important que l'entreprise reconnaisse l'importance de ces 1000 premiers jours et de mettre plus de soins autour des collaboratrices enceintes. 2 cœurs pour le prix d'un. Pourquoi on est toujours essoufflé quand on est enceinte? C'est un phénomène qui est assez courant et on se pose parfois la question. Il faut savoir que lors de la grossesse, on a un débit cardiaque augmenté et aussi un débit respiratoire augmenté. Pourquoi? Pour pouvoir apporter de l'oxygène à la maman, bien sûr, et également au bébé. Il y a 2 cœurs quand on est enceinte. Et donc, le volume de sang va aussi augmenter. Il va même passer à 50% à la 34e semaine. La fréquence cardiaque de la maman passe au repos. En général, on a une fréquence cardiaque de 70, parfois plus, bien sûr, mais elle va augmenter jusqu'à 90 battements par minute. Donc, c'est normal d'être essoufflé à ce moment-là. C'est une responsabilité collective de soutenir les femmes enceintes. On voit dans notre environnement des choses qui sont adaptées, des places de parking dans les supermarchés, pour faciliter la vie des femmes enceintes. Mais ce n'est pas qu'une question de courtoisie ou de facilité pour celles-ci, c'est aussi une question médicale. Il faut savoir que quand on est enceinte, par exemple, le fait de porter une charge lourde peut avoir des effets néfastes sur l'enfant à naître. On va aussi constater quand il y a une pression trop lourde que la maman pourrait porter, une augmentation de la pression sur l'utérus, ce qui va diminuer le flux sanguin vers le placenta. Et donc là, ça peut entraver la croissance et le développement de l'enfant. Les besoins nutritionnels. Alors, on n'est pas ici pour vous faire un webinaire sur l'alimentation durant la grossesse, bien sûr, mais je peux néanmoins vous rappeler les fondamentaux et pourquoi il est important de prendre des aliments spécifiques, à savoir l'acide folique pour commencer. L'acide folique, ça va toujours être complémenté par le médecin dès le désir de grossesse. En fait, l'acide folique va avoir une influence sur la prévention des malformations du tube neural. Et donc, le tube neural, c'est vraiment la formation du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, pour éviter ces malformations, on va complémenter d'office avec de l'acide folique dès le désir d'enfant. On peut rajouter le fer aussi, qui sera important pour la prévention de l'anémie, le soutien du développement du placenta aussi et du fœtus. Donc, le fer, on peut le retrouver dans les viandes rouges, les lentilles, les épinards et le foie, par exemple. Le calcium, source très intéressante pour les os, bien sûr, les dents et du fœtus. Et donc, le calcium se retrouve dans les produits laitiers, les légumes verts, les amandes. La vitamine D qui nous manque tant en Belgique, donc elle est produite en s'exposant au soleil. Mais là, de nouveau, le médecin va d'office vous donner un complément en vitamine D. La vitamine D va soutenir le système immunitaire de l'enfant et va aider à l'absorption du calcium pour les os. On peut rajouter dans son alimentation une alimentation riche en oméga 3. Les oméga 3 vont vraiment travailler sur l'acuité visuelle, le développement neuronal du fœtus. Donc une alimentation riche en poissons, en gras, bien sûr, des noix, des graines de lin. Hygiène alimentaire et environnement. Alors, quand on parle d'hygiène alimentaire, on dit souvent les femmes ne peuvent pas manger de produits crus, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On sait que ça peut apporter des maladies. Donc, je vous donne une explication rapide, mais comme ça, on comprend bien les choses. Donc, le risque pour une femme enceinte, c'est d'avoir une intoxication alimentaire et qu'elle soit porteuse de listeria, de salmonellose ou de toxoplasmose. Ces 3 infections peuvent avoir des conséquences négatives sur le fœtus et donc peuvent être vraiment graves. On peut faire un avortement spontané. On peut avoir des problèmes sur le développement neurologique de l'enfant.
Donc, même si on est si on est immunisé contre la toxoplasmose, il convient de quand même être bien attentif aux aliments qu'on va manger. Donc, on va éviter absolument les viandes crues, les poissons crus, les fromages non pasteurisés, les œufs crus également, et toujours bien laver les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce que la toxoplasmose peut aussi être amenée par les chats. Le chat peut apporter évidemment la toxoplasmose, mais pas en le caressant. Donc, c'est juste en nettoyant son bac qui peut être porteur de toxoplasmose, parce que ce sont uniquement les excréments du chat. Donc, à déconseiller aussi. La maman sera relevée de cette fonction pendant les 9 mois qu'elle vivra avec son bébé in utero. L'activité physique, alors ici, je vous ai mis une photo d'un sport extrême, à savoir de l'haltérophilie. Vous voyez une jeune maman qui est certainement déjà sportive à la base et qui continue l'haltérophilie. Je l'ai dit dans un slide précédent, les charges lourdes peuvent avoir des conséquences vraiment sur l'afflux du sang dans le placenta et donc être néfaste au développement de l'enfant. Évitons quand même des sports extrêmes pendant cette période de grossesse. Enfin, je dirais même plus qu'éviter, c'est vraiment à proscrire. Et donc, on peut se contenter et même se satisfaire de sports comme la marche, qui est tout à fait une activité sécuritaire, la natation, qui va aussi agir sur la rétention d'eau. L'aquagym est un très bon sport aussi. On peut faire du renforcement musculaire léger, surtout au niveau des abdominaux et des muscles pelviens. Donc, ça sera très utile pour la suite aussi des 1000 premiers jours. Stress et grossesse. Là aussi, je pense qu'il est intéressant de faire un petit peu le point sur le stress et la grossesse. Le mécanisme est assez simple au niveau du stress. Donc, le stress va générer des sécrétions hormonales. Cette hormone peut, des fois, passer la barrière placentaire. Cette hormone, qu'on appelle le cortisol, se retrouve alors dans le sang du bébé, mais pas de panique, tous les stress ne vont pas influencer forcément la grossesse. Je vous explique. Le stress d'adaptation. Donc, le stress d'adaptation, c'est le stress qu'on va vivre tous les jours quand on est dans le trafic, dans les embouteillages. Donc, il ne faut absolument pas que les mamans s'affolent, même si on a un stress à la maison avec d'autres enfants ou des petites tensions. Ce stress, c'est ce qu'on appelle un stress émotionnel, un stress d'adaptation qui ne passera pas la barrière placentaire. Et donc, vous pouvez vivre votre vie relativement sereine, même si vous êtes inquiète pour votre enfant, parce que quand on est enceinte, on a tendance à s'inquiéter et donc à générer du stress. C'est aussi un stress d'adaptation qui ne va pas passer la barrière placentaire. Donc là encore, déstressez-vous. Néanmoins, les stress chroniques et intenses peuvent, eux, avoir une conséquence sur le développement du fœtus. Et quand je parle de stress chronique et intense, on parle par exemple de violence conjugale au quotidien, de situations où les mamans sont obligées de vivre un état de guerre permanent. Et donc là, ces stress intenses et chroniques peuvent évidemment influencer la croissance de l'enfant. On peut observer quand il y a un problème de stress de la maman durant la grossesse, que l'enfant peut être plus sensible au niveau des voies respiratoires. On peut observer de l'asthme, on peut observer aussi de l'eczéma et dans certains cas, des problèmes cognitifs aussi ou de comportement liés à ce que le bébé a vécu in utero. Encore quelque chose qui peut vous rassurer, rien n'est définitif. Même si un enfant a été rendu vulnérable de par la grossesse, pour peu qu'il naisse dans un environnement sécure et serein, on peut rattraper cette situation. Alors le père est le coparent, le premier bouclier anti-stress de la maman. C'est vraiment la source d'énergie que la maman reçoit de son partenaire qui est indispensable pendant cette période de 1000 premiers jours de vie. C'est une présence rassurante pour elle. Le papa, plus tôt il s'implique dans la grossesse, mieux il prendra le trio à bras-le-corps, il sera moins oublié de cet événement qui est souvent concentré sur les femmes. Et donc,
Je pense aussi qu'il est important pour les pères qu'ils puissent accompagner aux rendez-vous médicaux parce que ça permet déjà de s'impliquer très tôt dans la grossesse et de prendre ça comme une aventure, comme un trio, plutôt que comme une aventure que seule la femme va vivre. Parce que certes, le papa ne ressent pas la grossesse dans son fort intérieur, mais il la vit, il la constate. Et donc, le fait de s'impliquer dès le départ pourra amener vraiment des liens très forts entre ce nouveau trio. Le lien d'attachement, c'est la clé de la résilience et ça, c'est selon Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est qui? C'est un grand monsieur que je vous invite à aller voir sur soit les réseaux, soit Internet. Il a des conférences qui seront très riches en ressources aussi, justement sur ce lien d'attachement. Mais voilà, je vais vous parler de lui en quelques mots. Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre et éthologue qui a étudié le lien de l'attachement et qui en a déduit que c'était la clé pour avoir une résilience forte dans la vie. Et donc, Boris Cyrulnik, il a aussi été mandaté par Emmanuel Macron pour établir le rapport des 1000 premiers jours de vie en France. Et ce rapport permet vraiment au pouvoir législatif de mettre en place des choses intéressantes autour de ces 1000 premiers jours pour prendre soin et des parents et des enfants, et donc des futures générations. Alors, pour être tout à fait concrète, la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est la capacité à surmonter les traumatismes et les difficultés de la vie. Et de manière plus poétique, Boris Cyrulnik définit la résilience comme l'art de naviguer entre les torrents. Boris Cyrulnik, il peut parler de résilience parce que lui-même, il en a fait preuve durant son enfance. Il faut savoir que pendant la guerre, il a été privé de sa famille, donc sa famille a été déportée, et il a dû trouver des ressources pour pouvoir s'en sortir. Il n'avait que 6 ans. Et donc, il est devenu psychiatre, il a étudié justement cette résilience et ça lui permet aujourd'hui d'avoir vraiment une voix et un écho pour parler de le rôle du lien d'attachement à l'enfant et cette capacité d'être résiliente de résilience dans le futur. La sécurité émotionnelle, c'est bien de ça qu'on parle. Donc, offrir à un enfant un attachement sécure va offrir une base stable à partir duquel l'enfant va se sentir en confiance et il va pouvoir explorer son monde. Donc, les premiers liens d'attachement de l'enfant vont influencer toute sa vie dans ses relations aux autres. Qu'est-ce qui apporte cette résilience? Quels sont les facteurs qui vont apporter cette résilience aux enfants? Le support émotionnel, c'est un des premiers facteurs. Donc, les enfants qui vont développer ces attachements sécurisés vont se sentir prêts à découvrir le monde et à développer ces nouvelles compétences de résilience. L'environnement dans lequel ils vont évoluer aussi, donc on parle de la maison, mais après il y aura la crèche. Là aussi, c'est un sentiment de sécurité, un environnement où il va avoir des figures d'attachement à la crèche, par la nounou par exemple aussi. Donc encore une fois, tous les contextes vont encourager, les contextes sains bien sûr, au développement de cette fameuse résilience. L'attachement se développe dès les premiers jours de vie. Donc, dès la naissance, on voit qu'un enfant, il pleure, il a besoin d'être assuré, d'être réconforté, d'être écouté et compris. Donc, prendre le temps de la relation parent-enfant est primordial dans cette société qui va très vite. On a un enfant, qu'on prenne un petit peu le temps de créer vraiment ce lien d'attachement qui est sécure pour l'enfant. C'est pour ça que je voudrais attirer encore une fois l'importance sur le fait d'augmenter le congé de naissance des papas qui puissent également prendre ce temps de la relation parent-enfant dès le début de vie. N'oublions pas que des parents sereins contribuent à donner justement un lien vraiment sécure à l'enfant, à contrario des parents dans l'incertitude ou qui seraient en proie à des difficultés, pourraient vaciller dans ce lien d'attachement qui est tellement fondamental pour lui construire une résilience pour le futur. Encore une chose, le lien d'attachement n'est pas forcément et uniquement donné par la maman.
on peut aussi bien s'imaginer que ce sont des figures proches, le père, la mère, bien sûr, mais toutes les figures qui vont l'encadrer le plus possible. Impact sur la santé des parents. Cataclysme hormonal. Bien sûr, si les situations diffèrent suivant chaque femme et chaque grossesse, il faut savoir qu'il faut en moyenne 1 an pour récupérer son corps d'avant-grossesse. Les 6 premières semaines aussi de la grossesse sont très, très importantes, très impressionnantes, pardon, à vivre. D'autant que pendant la grossesse, les femmes sont bien suivies, même extrêmement bien suivies, et qu'après la grossesse, bon, le corps est en moins bon état, mais voilà, elles bénéficient de moins de suivi, et donc c'est un petit peu dommage aussi. Alors vous avez ce tableau qui est ici à côté, qui montre en réalité un schéma au niveau des hormones. Qu'est-ce qui va se passer au niveau hormonal? Donc en début de grossesse, on a une montée en puissance des HCG, donc c'est les hormones qui apparaissent sur le test de grossesse. Et c'est pour ça que les 3 premiers mois, parfois, il y a beaucoup de nausées, on n'est pas très, très bien. Et puis après, on prend la vitesse de croisière et le 2e trimestre est assez serein ou plus serein que le premier pour certaines femmes. Et puis après, pour la préparation à l'accouchement, on va avoir une montée en puissance de progestérone et d'œstrogène. Et puis à la naissance, une chute vertigineuse de toutes ces hormones. Cette chute d'hormones aussi vertigineuse peut provoquer un baby blues, voire une dépression postpartum. Mais parlons d'abord du baby blues. Le baby blues est donc une réaction tout à fait normale due aux changements physiques, hormonaux qui se passent après la naissance. Donc on peut avoir le sentiment d'être un peu triste, de pleurer, d'avoir une petite crise de larmes, perdre un petit peu ses repères, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, à ce moment-là, si la maman est bien entourée, bah, très vite, ça va revenir à la normale. Par contre, à la différence du baby blues, la dépression du postpartum est une maladie. C'est un sujet tabou qui touche quand même beaucoup de femmes et on sait aujourd'hui que près d'une mère sur 5 peut être touchée par la dépression du postpartum dans les 4 semaines qui suivent l'accouchement. La dépression du postpartum peut avoir des conséquences néfastes sur l'enfant, bien sûr, parce que la mère pourrait avoir des difficultés justement à établir ce lien d'attachement, mais aussi sur les mères elles-mêmes, parce que ça peut avoir des conséquences. On parle de suicide, même des mamans, parce qu'elles n'ont jamais entendu de parler du postpartum et qu'elles culpabilisent énormément, qu'elles ont honte d'en parler. Donc si ici, grâce à ce webinaire, je peux éveiller les consciences et vous dire que si vous avez, après votre accouchement, une sensation de manque d'énergie, de difficulté à vous occuper de votre bébé, parfois des idées d'impulsion qui peuvent arriver. Les idées d'impulsion, ce sont des idées horribles qu'on peut avoir vis-à-vis de son enfant et on s'en veut beaucoup. Donc, encore une fois, toutes ces situations sont dues à une maladie qui s'appelle le postpartum et qui n'est pas honteux. Il faut tout de suite en parler pour sortir de cette situation. Donc, les pensées négatives, la culpabilité peut vous arriver. Donc, encore une fois, soyez extrêmement vigilants face au postpartum et n'hésitez pas directement, que vous soyez conjoint ou directement concerné, d'en parler avec vos professionnels de santé qui vous accompagnent durant cette période. Alors, le corps, après la naissance, le corps, il a subi quand même quelques bouleversements. On parle souvent dans certaines civilisations ancestrales du mois d'or. Et donc, le mois d'or, c'est une période de 40 jours qui propose à la maman, et qui suggère même fortement, de se reposer pendant 40 jours. Et donc, dans ces civilisations, la maman n'avait qu'à se reposer et allaiter son bébé. Elle ne pouvait absolument pas toucher à l'intendance autour d'elle. Et c'est un système qui permettait au corps de récupérer, à l'esprit de récupérer. Aujourd'hui, dans nos civilisations un peu plus individualistes, on a tendance à vite recommencer nos activités du quotidien. Il faut savoir aussi qu'on reste moins de temps en maternité et donc le corps a besoin de temps pour se remettre d'une naissance.
Si en plus de ça, il y a eu une épisiotomie, s'il y a eu des déchirures ou même une césarienne, il faut savoir que la césarienne est une plaie chirurgicale, au même titre qu'une opération de l'abdomen. Donc, il faut absolument se reposer. Une information peut-être étonnante, mais notable, c'est que les hommes aussi ont des changements hormonaux, ce qui peut aussi induire des postpartum des pères. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le corps des hommes avant ou après une naissance? Bien, on voit en fait que la testostérone, durant toute la grossesse, va baisser, donc pour amener des comportements de soins à sa partenaire. On va voir aussi que le taux de prolactine augmente durant la grossesse et même après la naissance. Et donc, ça va également impliquer des comportements de soins et de nourrissage. Le cortisol peut augmenter pour des raisons de stress. Donc souvent, quand l'enfant arrive, là, on voit un taux de cortisol qui monte en flèche parce que le père se rend compte de ses responsabilités. Et puis, il y a aussi l'ocytocine qui va favoriser ce fameux lien émotionnel avec le bébé et le lien d'attachement, pour revenir au lien d'attachement. Et donc, ces chutes et ces changements hormonaux peuvent aussi provoquer chez les pères des petits baby blues ou voire même des dépressions du postpartum également. Alors pendant cette période des 1000 jours, comme vous avez vu, il y a beaucoup de bouleversements sociaux, émotionnels, physiques. Donc le rôle du village, le rôle du soutien est fondamental. À ce moment-là, n'hésitez pas à appeler votre village à l'aide, que ce soit les grands-parents, que ce soit les amis, que ce soit aussi dans le cadre du travail. Appelez tout le monde à la rescousse. Si vous êtes vous-même témoin d'une future naissance ou proche naissance, n'hésitez pas à apporter un petit plat. Donc, ça réduit la charge mentale des nouveaux parents, ça les aide. Et donc, on est tous interconnectés et on a tous des responsabilités face aux générations futures. Et tout acte bienveillant va permettre aux parents de se sentir plus sereins. L'impact sur la vie professionnelle des parents. Alors, dès qu'on devient parent, c'est un voyage qui va nous accompagner tout au long de notre carrière. Il n'y a pas que les 1000 premiers jours de vie dans ce cas-ci. Donc, dès l'annonce d'une grossesse qui peut être aussi un événement stressant pour une future maman, le début de la parentalité, à savoir son congé de maternité, son congé de naissance, puis les enfants grandissent, il faut les conduire aux activités extrascolaires, il faut suivre les rendez-vous médicaux, donc le développement des enfants, parfois les crises d'adolescence aussi, les transitions de vie, les études des enfants. Et quand on pense que nos enfants sont adultes et prêts à voler de leurs propres ailes, on est parfois confronté à nous-mêmes devoir accompagner nos parents vieillissants. Et donc, ça fait également partie de la parentalité. Donc, concrètement, la parentalité, ça nous accompagne toute notre carrière et ça devrait être mieux pris en compte dans les entreprises. Les impacts de la parentalité, votre nouvelle parentalité sur votre vie professionnelle, il y aura des changements de priorité. Je pense que certains parents peuvent témoigner aujourd'hui qu'on avait des plans bien définis et qu'une fois l'arrivée de l'enfant, les priorités ont clairement changé. On va adapter ses horaires de travail. Ça va avoir d'office un impact sur la carrière. On peut aussi rencontrer le phénomène de l'opting out. Donc, pour l'expliquer, si vous avez un plan de carrière, que vous visez certaines promotions, le fait d'avoir des enfants, quand on vous propose cette fameuse promotion, vous pouvez faire le pas de côté parce que vous vous sentez peut-être dépassé par toutes vos responsabilités professionnelles ou familiales et que vous ne vous sentez pas en énergie de le faire. Alors que justement, une préparation et une meilleure prise en compte pourraient apporter des solutions pour vous permettre d'accéder à ces promotions. On peut avoir un impact aussi des parents, encore c'est chacun intrinsèquement qui va décider de l'impact sur la vie professionnelle, bien sûr, mais on peut avoir un temps partiel, voire une démission dans certains cas. Stratégie pour équilibrer vie professionnelle et vie parentale. Dans les stratégies, on pourrait repenser
le congé maternité en solo, évidemment. Donc, le congé maternité en solo tend à fabriquer une charge mentale exclusivement féminine et c'est dommage. C'est pour ça que le législateur aurait intérêt à repenser ce congé qui est uniquement sur les épaules des femmes et qui tend à mettre la maman toujours en premier plan par rapport à la charge parentale. Il est important aussi de bannir les stéréotypes, que ce soit le papa ou la maman. Ils sont tous les deux capables de pouvoir donner un bain, donner à manger, faire des courses. Donc ça, c'est aussi dans les stratégies à bannir ces stéréotypes. Donc répartir les tâches quotidiennes, c'est quelque chose qui est primordial aussi pour avoir une charge équitable et équilibrée. Si vous êtes un futur papa, posez-vous une simple question. Quel est l'impact sur ma vie professionnelle de l'arrivée de mon enfant? Si, après cette question, vous répondez il n'y aura pas d'impact, sachez que oui, il y en aura parce que les tâches vont augmenter. Vous allez devoir adapter votre vie professionnelle à votre nouvelle vie familiale. Alors, je vous invite à créer la vie que vous désirez plutôt que de subir celle que vous avez. Parce que voilà, je le disais au slide précédent, l'arrivée d'un bébé va générer des tâches supplémentaires, tâches ménagères qui vont augmenter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prévoir, à savoir les repas, les courses, les rendez-vous médicaux. Et c'est ce qu'on appelle la charge mentale, qui, encore une fois, due à ce congé maternité consacré, donné aux femmes, est très souvent de la responsabilité des femmes. Donc, ça peut avoir un impact aussi sur leur stress et donc peut potentiellement aussi générer un postpartum plus compliqué à vivre. Alors, comment changer son organisation? Ben, bien sûr, c'est libre à chacun. Vous allez repenser ça. Je suis sûre que vous avez tous vos stratégies. Mais l'essentiel, c'est de vous expliquer qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer l'arrivée de cet enfant en prenant un moment pour dialoguer, en mettant en couple vraiment quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs importantes, quelles sont vos appétences pour certaines choses, pour d'autres choses que vous ne pourriez pas faire. Et donc, en amont, une discussion est essentielle. Et puis aussi, accepter la façon de faire de l'autre. Je rencontre parfois des papas qui me disent, mais je la laisse faire parce que elle sait mieux faire que moi ou elle veut le faire. Mais là aussi, c'est peut-être le moment où on se dit, bon, le plus important, c'est que l'enfant passe du temps avec ses parents et du temps de qualité et pas qu'il ait les chaussettes de la même couleur ou que tout le temps puisse arriver un petit accident de mettre le linge à l'envers ou peu importe. Donc, revoir aussi ces exigences pardon, par rapport à ça, prendre en compte que c'est le temps de qualité qu'on va passer avec l'enfant qui compte le plus. Au travail aussi, il y a des stratégies à mettre en place, des aménagements. Donc, il faut savoir qu'une grossesse dure 9 mois et pas 6, et que souvent, les 3 premiers mois sont mis sous silence. Et ces 3 premiers mois, comme vous l'avez vu dans les slides précédents, peuvent être très difficiles à vivre pour la maman parce qu'elle peut avoir beaucoup de nausées, de grosses fatigues et ils sont mis sous silence, ils sont complètement invisibilisés. Donc, personnellement, je vous conseille d'avertir votre employeur dès que savez que vous êtes enceinte, parce que là aussi se met en place tout un mécanisme de protection pour vous. Et donc, parlez de votre grossesse ouvertement. Ménagez-vous au travail aussi. Je ne dis pas qu'on ne peut plus travailler. La grossesse est bien sûr pas une maladie, mais c'est un état de fait qu'il faut prendre en compte également. C'est un job à temps plein de faire un enfant aussi. Et donc, ménagez votre travail, adoptez une vitesse de croisière qui vous permettra d'être productif, mais ne commencez pas à entamer peut-être un nouveau projet qui vous prendra énormément d'énergie. Donc, adaptez cette vitesse de croisière. Faites des micro-siestes le plus souvent, enfin, quand vous pouvez, peut-être pas le plus souvent possible, mais en tout cas quand vous pouvez. Le télétravail, si possible. Et sur votre lieu de travail, il y a des personnes ressources. Renseignez-vous pour savoir qui peut vous accompagner pendant votre grossesse au travail. Et il y a des conseillers qui pourront vous guider vers les meilleures ressources au sein de votre structure.
Alors, les sujets que vous pouvez aborder, évidemment, quand on annonce sa grossesse, on peut prendre un moment avec son supérieur pour parler d'éventuellement du télétravail, de la politique parentale de l'entreprise. Est-ce qu'il en existe une? Si vous pouvez la recevoir. Parler de son outboarding, donc le moment où on va partir en congé maternité. C'est tout à fait rassurant pour les femmes de savoir ce qui va se passer pendant leur absence. Le reboarding est aussi important, donc ne pas prévoir une journée marathon pour recommencer quand on revient. Les adaptations du travail durant la grossesse aussi, le congé de naissance, le congé maternité ou les congés parentaux. Et aussi la poursuite de l'allaitement qui est un sujet important parce qu'il faut savoir que l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à 6 mois. Le congé maternité chez vous est de 4 mois et demi, ce qui fait que si vous voulez continuer au-delà de 6 mois, vous serez contrainte de tirer votre lait sur votre lieu de travail. Et dans quelles conditions est-ce que vous allez pouvoir le faire? Est-ce que c'est des conditions qui vont permettre pardon, de continuer sereinement et l'allaitement, tout simplement. Donc voilà, se renseigner aussi sur ça, que vous vouliez allaiter ou pas, ou que vous vouliez allaiter pendant plus de 6 mois, bien sûr. Résumé, tous les experts de la petite enfance, donc qu'ils exercent en neurosciences, en psychologie, en pédiatrie, donc insistent sur le soutien de la parentalité et surtout pendant ces 1000 premiers jours de vie. Donc c'est vraiment une période à surinvestir. N'oubliez pas que l'intervention précoce permet d'agir contre les inégalités de destin et va offrir à chaque enfant l'opportunité de grandir en santé. Dernier petit conseil, donc la grossesse est une période qui vous permet de vous préparer à devenir parent. Donc pendant 7-9 mois, préparez-vous. J'aime toujours rajouter à mes présentations des livres ou des podcasts ou des liens intéressants qui vont vous permettre aussi d'avoir des bonnes ressources. Il y a le site internet Born in Bruxelles qui est extrêmement bien fait, où vous avez beaucoup de ressources, en tout cas en Belgique. L'application des 1000 premiers jours de vie qui est française, mais qui est accessible aussi et gratuite en Belgique. Donc là aussi, vous allez pouvoir suivre vos parcours des 1000 jours au fur et à mesure de votre grossesse. Aussi, un formidable podcast qui est un podcast créé par Sandra Zeller et qui est La naissance d'une maman qui va vous accompagner tout en douceur et en bienveillance. Et pour les papas, Histoire de Daron qui est vraiment aussi très bien fait. Il faut tout un village pour élever un enfant. Je voulais terminer ce webinaire en vous remerciant sincèrement de l'avoir suivi. Je vous dis déjà que vous allez vivre une merveilleuse aventure durant ces 1000 premiers jours de vie. J'espère vous avoir donné quelques clés, quelques pistes de réflexion pour vous accompagner durant cette grossesse. Dans les prochains webinaires, nous allons aborder la gestion du stress parental et comment intégrer aussi la parentalité dans l'entreprise. Je vous remercie, gardez l'esprit ouvert, ayez confiance en vous, en l'équipe médicale qui vous accompagne. Prenez soin de vous, de votre enfant. Et si vous désirez un accompagnement personnalisé et individuel, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de ce webinaire. Nous espérons que celui-ci vous a plu et vous aura apporté des pistes de réflexion. Nous nous retrouverons dans un mois pour le deuxième webinaire sur le sujet de la parentalité et du travail qui sera consacré à la gestion du stress pour les parents d'enfants et pour les aidants de parents vieillissants. À bientôt! Merci Sandrine.